lutte finale, nous pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Bonjour à toutes et à tous, chers camarades, chers amis, chers sympathisants. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier meeting organisé par la JRCF et ses militants sur le stand du PRCF à la fête de l'humanité. Le Macronat, le MEDEF, le CAC 40, l'Union Européenne, l'OTAN, pour faire de la jeunesse une variable d'ajustement économique, une réserve de travailleurs jetables à exploiter sans merci, ou encore de la chair à canon pour l'impérialisme euro-atlantiste. Ce sont des champions. Tout est bon dans ce sens pour dépolitiser, pour déconscientiser, pour faire sombrer dans l'individualisme un maximum de jeunes Français. Mais ceux à qui je vais céder la parole refusent cet état des choses, comme de plus en plus de nos jeunes compatriotes. Marc, Lou, Roméo, Baptiste, Paula, Gilliatt et Milos, ils sont jeunes travailleurs, ouvriers ou employés, ou étudiants, syndicalistes de terrain et de combat. Ils vont vous démontrer qu'on peut avancer sur ses deux jambes pour combattre les ennemis des peuples et des travailleurs, qu'en étant à la fois impliqués dans les luttes syndicales quotidiennes, mais aussi dans l'organisation léniniste et aujourd'hui la reconstruction d'un grand parti communiste, pour regrouper et coordonner les efforts des militants les plus engagés, les plus conscients et les plus disciplinés de la classe ouvrière, du monde du travail et de la nation. Sans plus attendre, je leur laisse la parole et on va commencer avec Marc. Marc qui est du 35, ouvrier dans les espaces verts, syndicaliste CGT. Merci camarade Valentin, chers amis, chers camarades. Je vais vous parler de mon expérience en tant que communiste et syndicaliste dans le dernier emploi que j'ai occupé. J'ai été employé pendant 2 ans, entre juillet 2021 et juillet 2023, comme ouvrier dans l'entretien et l'aménagement d'espaces verts et d'espaces naturels. C'était pour une association en insertion. Dans les faits, le travail c'était comme sous-traitant pour les mairies, les collectivités publiques et Eau du Bassin Rennais. C'est une entreprise de partenariat public-privé qui gère la distribution d'eau dans une bonne partie de l'île-et-Vilaine. Celui de l'insertion est un milieu très formateur au niveau humain et militant, mais pas des plus favorables au développement des structures syndicales. En contrat d'insertion, on peut rester jusqu'à 2 ans, pas plus, et la plupart des salariés partent avant. Les conditions prévues dans la convention collective atelier chantier d'insertion pour pouvoir voter et être élu au CSE ou au CHSCT, à savoir être dans l'entreprise depuis au moins 6 mois pour pouvoir voter, au moins 1 an pour être éligible dans les instances, rendre dans la pratique presque impossible d'être élu dans les instances de personnel. Même pour un candidat à l'élection qui serait effectivement salarié depuis plus d'1 an, la limite de 2 ans maximum en insertion obligerait un départ en cours de mandat. Dans ces conditions, en tout cas là où je travaillais, les élections de représentants se font en collège partiel avec les salariés en CDI qui assurent l'encadrement dans les chantiers et les tâches de bureau. C'est à ce niveau des salariés permanents qu'on peut retrouver des bases syndicales. La CGT est d'ailleurs signateur de la convention collective atelier chantier d'insertion. Les salariés en insertion ont le dénominateur commun des freins spécifiques à l'emploi et de l'exclusion sociale dans une certaine mesure. Les situations sont pourtant très variables et la barrière de la langue est souvent très importante. Malgré ces difficultés, en tant que militant communiste, j'ai le devoir de faire de mon mieux pour qu'il y ait une expression de classe combative sur mon lieu de travail. Ainsi, la voie des instances du personnel étant fermée, je me suis informé sur les conditions de création d'une section syndicale. Depuis mars 2022 et jusqu'à mon départ, j'ai été représentant de section syndicale. J'ai été désigné pour ce mandat par l'UD 35 de la CGT, en remplissant les conditions prévues par le droit syndical d'entreprise.
Malheureusement, juste à ce moment-là de mars 2022, j'ai été presque 3 mois arrêté suite à un accident de travail. Peu après mon retour, j'ai fait mon premier coup de pression sérieux à la direction. Après avoir envoyé plusieurs courriels réclamant un panneau syndical, document du mandat à l'appui, sans recevoir de réponse, j'ai pris un gros bloc de cartulines avec l'inscription manuscrite. Panneau syndical en retard de 3 mois et 26 jours. Courriel sans réponse. Et j'ai recouvert entièrement le grand panneau d'expression de la direction et des annonces du CSE. Le jour d'après, j'avais mon panneau syndical. Bravo! Il y a une victoire concrète de mon engagement syndical de laquelle je suis très fier. Dans un des sites qui faisait l'objet d'un entretien récurrent, pour certaines de nos tâches, nous travaillions avec une remorque de tracteur qui était dans un état lamentable. J'en passe les détails, mais elle était dangereuse pour nous et pour les usagers des routes. Tous les collègues étaient d'accord là-dessus, mais jusque-là, personne n'assumait le refus. Un jour, j'ai exercé un droit de retrait sur cette remorque, refusant de la conduire et de la charger. Peu de temps après, elle a été abandonnée dans le hangar, puis remplacée. Cela m'a permis aussi de faire découvrir le concept de droit de retrait à mes collègues. Quand je me suis mis en retrait, il y en a un de mes collègues qui a demandé si on était payé quand on fait ça. Le responsable de l'équipe ces jours-là lui a dit que non, et moi j'ai démenti direct. Bien sûr que tu serais payé, ce n'est pas une grève et tu restes disponible sur ton poste de travail. J'ai expliqué cela sur une de mes lettres dans le panneau. A noter que quand j'ai demandé de l'information et du soutien à l'UD35 dans cette affaire, ils ne m'ont même pas répondu. J'ai défendu toujours la hausse du montant des tickets restaurants, qui n'avait pas bougé depuis plus de 10 ans. J'ai réclamé des améliorations matérielles pour la sécurité et le confort au travail. J'ai expliqué à des collègues que l'employeur n'a pas le droit de choisir tous leurs congés à leur place. J'ai fait grève et j'ai appelé à faire grève. Je me suis servi pour tout cela du panneau syndical, des tractages et des discussions avec mes collègues. Il n'y avait pas d'élection professionnelle pour nous, mais nous avions un délégué par équipe lorsque l'ISCT se réunissait. J'ai été force de proposition lorsqu'on se voyait en équipe pour faire les revendications, et j'ai aidé à les mettre par écrit et à les formuler de façon cohérente. J'ai noué de bonnes relations avec mes collègues. Je me suis montré prêt à aider. Pour ceux qui ne parlaient pas français ou pas beaucoup, des fois je leur expliquais l'essence des documents administratifs et des lettres qu'ils recevaient. J'ai donc fait un travail de défense de salariés dans les revendications immédiates. Mais pour nous, l'action ne doit pas se limiter à cela. Il y avait bel et bien une ligne politique, à savoir la nôtre, dont les lettres affichées au panneau et distribuées aux collègues. J'ai combattu le mensonge du dialogue social. J'ai appelé à la lutte sans concession contre l'UE-OTAN, le régime Macron et l'oligarchie capitaliste. J'ai donc essayé d'élever les consciences dans le combat de classe anti-impérialiste. J'ai voulu faire progresser notre conception du monde et des rapports sociaux. Cela n'a pas posé problème aux collègues de même statut, mais m'a valu une réprimande de la directrice de la boîte et de la secrétaire générale de l'UD35. Notons que, en plus du contenu de lettres, j'avais affiché les drapeaux de l'UE et de l'OTAN barrés dans le panneau. Je l'ai fait en réponse à une propagande pro-UE toujours accrue dans les locaux. Ces structures de l'insertion sont très subventionnées par le Fonds social européen. Le même qui pousse à la privatisation des richesses publiques et à la casse des statuts des travailleurs vient fanfaronner quand ils donnent un peu d'argent pour le social. Les collectivités publiques sont souvent contentes d'avoir de la main-d'œuvre qui leur coûte 3 fois rien. La directrice n'a pas aimé et, aussi en lien avec une question sur les heures de délégation, m'a proposé de la rencontrer dans son bureau. J'ai accepté et c'est la première et dernière fois qu'on a discuté. Le ton est resté cordial, mais j'ai été ferme. Hors de question d'enlever les drapeaux barrés, c'est moi qui commande sur ce panneau. Quand elle m'a parlé de dialogue social, je lui ai dit que je ne crois pas beaucoup à cette histoire. La secrétaire générale de l'UD35,
qui avait été averti de l'affichage par la directrice, m'a demandé d'aller la voir pour m'expliquer ce que je dois faire de mon mandat. Quand je lui ai dit que d'accord que j'allais la voir, je lui ai dit tant qu'on y est, moi je veux qu'on ait des AG de préparation pour le congrès de la CGT, qu'on n'en a pas eu. Quand on a parlé dans les locaux, je lui ai dit que c'est moi le syndicat CGT et pas ma patronne. Ça ne l'a pas fait marrer. Quand je les contacte pour du soutien dans une lutte d'entreprise, ils ne répondent pas. Quand ma patronne appelle pour pleurer, là ils s'en occupent. C'est un excellent exemple de trahison de classe. En guise de conclusion, j'ai fait de mon mieux pour joindre les deux bouts entre travail syndical de soutien et revendication immédiate et préparation pour la transformation sociale générale. La double besogne dont parlait Krasuki. L'action communiste est fondamentale. Tous les ministres ouvriers de 45 étaient CGT et PCF à la fois. Quand je retrouve des anciens collègues, je ne suis plus le responsable syndical de leur boîte, mais je suis toujours le militant communiste. Il y a une continuité et une logique, une cohérence de classe dans tout l'engagement. Beaucoup d'entre eux n'ont pas cette culture de militantisme ouvrier et sont laissés pour compte par les directions syndicales euroformatées et par la gauche établie. J'ai montré cet exemple dans un statut où il est très rare de voir des militants syndicaux et politiques. Cela a une valeur. Ça participe à la solidarité de classe et à la construction de repères, même quand ça ne donne pas une utilité immédiate en termes d'adhésion et de grévisme. Merci de démontrer que quand les travailleurs se battent et s'organisent, il leur arrive de gagner. Il faut continuer. Et donc je vais appeler maintenant à la tribune Lou, étudiante en art et en scénographie, responsable du CELA 06, membre du bureau politique de l'UNCELA. Bravo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lou, je suis étudiante en art et en scénographie. À côté de ça, je travaille à l'Opéra de Nice pour financer mes études. J'ai commencé à militer quand j'étais au lycée à Marseille. On avait lancé des grandes grèves lycéennes et étudiantes, c'était pendant la réforme du bac et Parcoursup. Et on s'organisait en collectif de lutte sur les lieux d'études, en coordination lycéenne et étudiants de Marseille et ses alentours. On avait réussi à ramener pas mal de gens en manif, à monter des actions un peu partout. Mais en fait, plusieurs mois plus tard, ça retombait et chaque année, il fallait recommencer, redoubler d'efforts pour retrouver des jeunes qui étaient prêts à se mobiliser, qui étaient déter, prêts à s'organiser. Et en fait, c'était un peu toujours la même histoire où en fait, les jeunes, ils changent de lieu d'études, ils vont bouger d'une ville à une autre, changent de formation. Du coup, c'est quasiment impossible d'instaurer une continuité dans la mobilisation des jeunes sans organisation politique et syndicale. Du coup, j'ai fait ça pendant quelques années, je me suis rendu compte des limites que ça avait, et aussi de ma vision qui manquait de stratégie politique au plus long terme. Donc j'ai commencé à me former théoriquement et à militer au sein des JRCF, parce que je sentais que c'était là où qu'il fallait être et où il fallait que je donne mon énergie en tout cas. Et on a eu pas mal de discussions avec les camarades sur la syndicalisation des jeunes et comment on forme des jeunes militants au syndicalisme de combat dès les premiers instants de politisation sur leur lieu d'études, dans les luttes de lycée, jusqu'à devenir des militants actifs et combatifs dès leur entrée sur le milieu du travail. Et on voit bien aussi que les camarades plus anciens, ils cherchent à passer la main et en fait c'est à nous de construire cette relève, de la former et de nous organiser. Donc aujourd'hui, il est plus l'heure de simplement construire des luttes locales et temporaires en réaction à des réformes spécifiques. On voit bien qu'elles sont constantes, que tous les années on fait face à de nouvelles réformes qui détruisent de plus en plus les services publics, l'éducation nationale, et qui nous donne juste un avenir de plus en plus précaire pour la jeunesse. Il faut construire
En fait, il s'agit de construire une conscience de classe générale, une véritable, une véritable force politique portée par la jeunesse et des organisations capables de porter ces mots d'ordre, ces revendications. Et donc on a monté le CELA, donc syndicat étudiants lycéens et apprentis dans les Alpes-Maritimes, parce qu'on faisait face à une dépolitisation totale de la jeunesse, à un vide d'organisation de lutte. Les seules qui étaient présentes sur les lieux d'études, c'était des organisations et des syndicats d'extrême droite et fascistes. Donc en fait, c'était à nous de prendre l'initiative de monter des organisations, des syndicats sur place pour être proches des étudiants, des lycéens et des apprentis sur leur lieu d'études et de travail. Et ça nous a permis de rassembler des cortèges jeunes, notamment pendant la mobilisation des retraites, et qui a été vraiment bien reçu par les travailleurs qui nous remercient en chaque fin de manif avec le grand sourire en nous disant merci d'être là, de prendre la relève, c'est chouette. Et on a choisi de s'investir dans le modèle CELA parce que ça pour avoir une portée plus large et une vision plus globale de ce qu'est la situation des apprenants, de lycéens, étudiants et apprentis. Et notre volonté de rentrer dans la CGT, elle nous permet d'être sans cesse en contact avec des travailleurs syndiqués qui ont cette expérience des luttes et qui peuvent nous aiguiller, nous conseiller. Et on les rencontre dans nos échanges annuels, dans nos actions communes. Et tout ça avec en tête l'idée de construire une continuité syndicale à travers toutes les étapes de la professionnalisation d'un jeune, donc de son lycée, de son lieu d'études, de formation, et dès son premier boulot, ou les deux en même temps quand il s'agit des apprentis ou des étudiants salariés qu'on rencontre, qui sont syndiqués avec nous. L'action revendicative, elle n'échappe pas à l'affrontement politique de notre société capitaliste, au contraire, elle en est actrice, et c'est pour ça que l'expérience syndicale, elle est sans cesse confrontée avec le choix d'une stratégie politique ou d'une autre. Et donc c'est là où on distingue les syndicats réformistes d'un syndicalisme rouge révolutionnaire. Et donc c'est pour ça qu'en tant que militant syndical, c'est nécessaire de s'investir au sein d'une organisation des JRCF pour construire justement une organisation de jeunesse communiste digne de ce nom. Et donc je vous invite à être présents sur nos lieux de travail, nos lieux de formation pour faire grandir une conscience de classe auprès de la jeunesse. Merci. Merci Lou. Pour poursuivre dans la jeunesse étudiante consciente et organisée, j'appelle Roméo, doctorant en fusion nucléaire, militant dans les Bouches-du-Rhône et secrétaire à l'organisation de l'USCLA. Merci beaucoup Tamara. Merci pour l'invitation. Moi je voulais partir un peu d'une racine d'un mouvement dont on parle beaucoup au PRCF et à la GRCF, c'est la question de la fascisation. À savoir que on pourrait passer beaucoup de temps à discuter des causes vraiment fondamentales de la radicalisation de la bourgeoisie, de comment elle perd ses marchés extérieurs, etc. Mais la réalité, c'est que si la fascisation elle prend autant, c'est parce que la bourgeoisie et sa radicalisation n'a pas d'adversaire et qu'il n'y a aujourd'hui personne en capacité justement de contrer ce mouvement, de contrer la bourgeoisie, de contrer tous ces déboires qu'on assiste aujourd'hui avec Gérald Darmanin qui prend des positions, ou Gabriel Attal qui font n'importe quoi. Et du coup je voulais insister justement, moi il me semble que cette cause réelle et de cette emprise sur le réel justement de la fascisation et de la radicalisation de la bourgeoisie, d'une certaine manière c'est cette phase de démoralisation et de démobilisation qu'on a vécue ces dernières années, et plus que ces dernières années, même ces décennies. Et il y a quand même, on pourrait être un peu perplexe parce que là on assiste à un regain un peu de radicalité, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde dans les rues, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, on a l'impression qu'il y a un nouveau million de gens de plus dans la rue. Et pourtant quand on regarde vraiment concrètement, on voit que la CGT fait des adhésions, mais bon, si on prend une variable, je sais pas, par exemple l'âge moyen, en réalité un militant CGT c'est un militant qui a plus de 50 ans, même plutôt 55 ans, et chaque année l'âge moyen de la CGT il prend plus quasiment un an. Donc c'est assez déprimant de se dire que malgré tous les coups bas de la bourgeoisie, on se retrouve quand même à perdre et on se retrouve quand même à se retrouver incapable de reprendre prise avec le réel et de se rehisser à la hauteur de la radicalisation de la bourgeoisie pour la contrer, etc. Je voulais quand même saluer les heureux bastions qui montrent la voie, justement, tous les bastions ouvriers que la classe ouvrière et que les militants organisés ont réussi à sauver.
c'est-à-dire tous les secteurs de la chimie et des cheminots, les énergéticiens et j'en passe, tous ceux qui justement arrivent à montrer la voie, qui ont justement mené des grèves exemplaires ces dernières années et qu'il faut vraiment qu'on remercie. Je propose qu'on les applaudisse un peu parce que sans eux on n'arriverait vraiment à rien, quoi. Et justement, il faut vraiment prendre conscience que ces passions qui justement n'abandonnent jamais, qui justement partent du bon principe, partent toujours d'un ancrage sur le réel, d'un ancrage vraiment militant, quotidien, du lien permanent entre la nécessité de construire une société, de renverser le capitalisme et en même temps la grève très quotidienne, les activités très quotidiennes sur l'entreprise, c'est crucial et on voit que ça paye. Parce qu'aujourd'hui, après des décennies on va dire, d'inaction, nous on voit justement à travers tous les tractages qu'on fait sur les facs, sur les lycées, que année après année, les lycéens qu'on leur batte, en fait, il y a une espèce de radicalité brute qui est en train de se construire, parce qu'en fait, tous les gamins, là, ils ont vécu, ils sortent, ils ont 18 ans, ils ont leur bac à 18 ans, en fait, ça fait 20 ans, tous les gens qui sortent, ils n'ont jamais connu un membre de leur famille qui était militant, ils n'ont jamais connu l'organisation concrète, ils n'ont jamais connu la moindre victoire, la moindre bataille concrète, quoi. Et que c'est justement à nous maintenant, c'est le rôle de notre génération de nous hisser et de se servir de cette vague, de cette espèce de barrage là qu'ils ont réussi à construire pendant 20 ans et qui maintenant ça est en train de céder. Et justement à nous de construire, de passer de cette jeunesse radicale un peu brute qui est souvent, on pourrait croire un peu séduite par justement plein de courants un peu postmodernistes qui appellent à la déradicalisation, je sais pas, aux mobilisations un peu déconstruites spontanées. Et la réalité c'est que il n'y a que nous pour construire justement une réelle alternative et justement infuser pour que la mayonnaise prenne, infuser justement toute notre analyse matérialiste dialectique, notre analyse marxiste-léniniste, les leçons à tirer justement de notre organisation léniniste, pour que justement on passe d'une jeunesse radicale qui a envie de prendre vraiment de prendre part du coup à la lutte concrète pour attaquer notre bourgeoisie et pour transformer cette jeunesse et pour l'envoyer à la conquête justement du syndicalisme de classe et de masse, de reconquérir toutes les branches industrielles qu'on a perdues, parce que là on parlait de la chimie et compagnie, et le nombre de branches industrielles qui n'attendent que des militants ouvriers justement pour reprendre le contrôle de l'outil de production, pour recontrer la bourgeoisie partout où elle se trouve, pour contrer tous les profits générés, vraiment pour reconstruire cet outil dont la classe travailleuse a besoin. Et moi la question que je voulais poser un peu dans mon intervention, mais c'est comment tous les militants qui ont cet objectif en tête, comment ils peuvent espérer faire ça sans participer, sans s'investir très concrètement dans une organisation communiste révolutionnaire. Parce qu'on le voit, moi je le vois beaucoup, je veux dire seul militant dans un syndicat, en fait c'est très beau, et Marc l'a montré, mais en fait n'importe quel militant isolé, s'il se lance là-dedans, s'il n'est pas épaulé par une organisation, et à la fin c'est l'épuisement, c'est le burn-out militant, je veux dire quand on voit le matraquage médiatique et policier permanent, je veux dire d'une certaine manière c'est rigolo de dire ça, mais c'est inconscient justement de se lancer seul dans cette bataille. Je voulais parler un peu de mon expérience personnelle, parce que justement depuis que je suis à la JRCF, depuis justement toutes ces formations qui m'ont permis d'analyser, de développer une analyse un peu très globale justement de la situation de la classe travailleuse en France. Et du coup moi je suis, pour vraiment partir de mon expérience, moi je suis doctorant en fusion nucléaire au commissariat à l'énergie atomique. Et du coup c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est le deuxième employeur du département et c'est une des plus grosses sections syndicales du département puisqu'ils ont 150 adhérents. Sauf que la réalité malheureuse, c'est que depuis qu'il y a eu le Covid, là, les derniers réflexes de militantisme concret sur le centre, en fait, a complètement disparu, puisqu'on se retrouve à avoir peut-être 1 à 2 fois par an des réunions où tous les militants sont invités, mais qui sont des réunions par Zoom, parce qu'en fait, on a perdu l'habitude. Qu'est-ce qu'on va traiter? On met à l'ordre du jour les prochaines élections, qui sont peut-être dans 6 mois, dans 1 an, et puis c'est à peu près tout, mais c'est malheureux à dire, mais c'est pas pour rejeter la pierre aux camarades qui, au contraire, ont l'impression de bien faire, ont l'impression vraiment d'entretenir ça juste en prenant des chiffres sur un ordinateur, mais bon, quand on voit le nombre de coûts, moi dans mon entreprise du coup qui était énorme, avant il y avait plus de je crois 2500 travailleurs, et maintenant on est passé à 1200 salariés, et en fait tout ça s'est passé par un phénomène d'externalisation auquel la section syndicale n'a jamais été capable de répondre, puisque ce repli un peu sur soi, sur des petits chiffres, sur des petites élections, ça d'une certaine manière un espèce de repli un peu corporatiste, ça a permis tout le personnel de ménage syndiqué qui était autrefois à la CGT, tout d'un coup il n'est plus à la CGT, parce que la CGT, justement ménage, elle n'a pas été capable de créer une section, et donc le syndicat il s'en est pas préoccupé, il s'occupe juste des salariés du centre, et c'est dommage. Moi justement, grâce à ma formation politique, ça m'a tout de suite frappé de comprendre que en fait dans mon entreprise, une personne sur 2 que je crois, c'est pas un salarié de mon employeur, et pourtant c'est un travailleur qui travaille, et sans lui, l'outil de production ne tourne pas. Et on ne pourrait pas faire de la recherche, il n'y avait pas des petites mains qui venaient nettoyer les poubelles en permanence, qui venaient conduire les bus pour déplacer les salariés à travers le centre qui est immense, les agents de sécurité et compagnie. Et justement, la réponse
pour contrer un peu toutes les visions corporatistes, ça a été immédiatement d'aller saisir l'interpro, d'aller prendre part dans le combat interprofessionnel, et donc de nourrir les unions locales qui sont aujourd'hui d'une certaine manière désertées, et c'est malheureux. Et donc l'union locale proche du lieu de travail, c'est l'union locale de Saint-Paul et Durance. Et justement, les premières actions qu'on a faites, c'était d'aller voir justement toutes les entreprises sous-traitantes qui font en réalité tout le travail qu'autrefois faisaient les salariés. Donc c'est tous les électriciens qui autrefois étaient CEA, qui maintenant sont externes, etc. De faire des tractages sur toutes les zones commerciales à proximité. Et c'est marrant à dire, mais en fait, justement, si on n'a pas cette analyse très globale de la situation, cette analyse de classe, cette analyse long terme, de où se trouve la révolution, comment la construire, en fait, comment on pourrait se dire que c'est en sortant de son entreprise, en tractant les voisins, qu'on va construire la révolution. Et en fait, c'est ça nécessite de prendre du recul, et c'est grâce à une organisation communiste comme ça qu'on peut déjouer les pièges du capitalisme qui sont en train de faire des ravages. On voit la généralisation de tous les jobs étudiants, de l'intérimaire, etc., de l'externalisation qui fait des ravages sur tous les combats ouvriers. Et d'une certaine manière, c'est ça la réponse face à tout ça. C'est l'organisation concrète, la prise de conscience politique. Et l'autre conscience, que là, du coup, ça c'était l'union locale proche de mon lieu de travail, mais moi, du coup, je vis à Marseille. Et il y a un autre, justement, pour une autre conséquence un peu du militantisme, justement, le militantisme le plus rouge qu'on peut trouver, parce que dans les Bouches-du-Rhône, il y a vraiment une tradition qui a été préservée au sein de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. Et pourtant, moi, donc, j'habite juste à côté de l'Union locale de Marseille-Centre. Et aujourd'hui, toute l'activité, actuellement, à cause de là, il y a eu un arrêt maladie, à cause de gros problèmes de santé, mais donc c'était le dernier camarade qui faisait des permanences, là il est indisponible, et on se retrouve à avoir une union locale qui autrefois faisait la pluie et le beau temps dans le centre de Marseille, et elle est complètement à l'arrêt. Et c'est triste à dire, et c'est pas parce que les camarades sont de mauvaise volonté, au contraire, c'est parce que justement ils étaient investis dans des luttes vraiment glorieuses. Le camarade qui est secrétaire général de l'union locale, il a été investi pendant plus d'un an dans un combat, parce qu'il était assistant d'éducation dans un lycée à Marseille, et il a été investi pendant plus d'un an justement dans une lutte contre un proviseur raciste qui stigmatisait les élèves, etc. C'était horrible, et qui a mené pendant un an un combat extrêmement acharné et radical, et qui a amené carrément à des poursuites au tribunal. Et on se retrouve à avoir une équipe qui était dirigeante d'une locale qui est aujourd'hui épuisée face à toutes les conséquences justement de tout ce qu'on se prend, le matraquage policier, le matraquage judiciaire, le matraquage médiatique. Et donc, justement, mon investissement et notre investissement avec les camarades à Marseille, et même que ce soit dans le syndicat et dans la GRCF, ça nous a fait prendre conscience que c'était crucial de partir et justement de se lancer alors que personne ne savait le faire, pour prendre en main, ou se proposer, aller voir l'union départementale, pour se proposer, pour organiser des permanences pour les étudiants salariés, les étudiants, les lycéens, etc. Et même potentiellement les aider à réorganiser les permanences pour les travailleurs isolés qui sont complètement perdus sans syndicat. Et je veux dire, cet engagement-là, si on n'a pas une analyse communiste, en fait, tout le monde est apeuré, quoi. Alors que si le travail n'est pas fait, il n'y a pas meilleur que vous, même si vous êtes inexpérimenté, il n'y a pas meilleur que vous pour se lancer dans ce combat-là. Et en même temps, seul, on n'y arrive pas. Donc il n'y a pas meilleur que vous, il faut y aller, mais par contre, il faut y aller organisé et il faut oser s'appuyer sur ses camarades, il faut oser rejoindre des organisations communistes. Et que voilà, c'est justement ça proprement le rôle d'une organisation communiste, d'apprendre à se dépasser, d'apprendre le dépassement de soi et la culture justement de pousser ses camarades, donc dans les sections sur nos lieux de travail, etc., à se dépasser, à se former, parce que c'est épuisant. Et l'autre aspect, très concrètement, d'un point de vue presque militaire, c'est avoir une organisation communiste, ça permet d'avoir un appui matériel, ça permet d'avoir un appui intellectuel avec des formations régulières, avec des philosophes, des historiens, etc., qui sont parfaitement compétents pour nous expliquer tout ce que l'école ne nous enseigne plus aujourd'hui. Et c'est aussi même, je veux dire, c'est peut-être un peu pathos de dire ça, mais c'est même un appui émotionnel, parce que justement, face à tout cet épuisement, de savoir qu'il y a des camarades qui vont pas vous jeter la pierre en disant, en fait, si l'union locale ne marche plus, c'est parce que t'as merdé. En fait, c'est bon, les camarades vont toujours te pousser à te dépasser, et si tu n'y arrives pas, va t'encourager pour que tu remettes ta lévier, pour que tu retiennes les bonnes leçons. Et en fait, on pourrait croire que c'est ridicule, mais c'est vital justement d'avoir ce soutien-là, de sentir les camarades à ses côtés, quoi. Et voilà, donc là, je veux dire, quand on considère là, des défis énormes, je veux dire, qu'on a à tout reconstruire, parce que là, nos anciens, ils ont été glorieux, il y en a plein qui ont réussi à maintenir la barre pendant des décennies, mais globalement, toutes les organisations de masse sont en train de s'effondrer. Et c'est à nous de partir justement à la conquête de notre classe, à reconstruire un lien organique entre tous les travailleurs, entre tous les étudiants, entre tous les lycéens. Et ça nécessite de se hisser à la hauteur justement du combat qu'on prétend mener. Et donc, je ne saurais pas comment le dire, mais il faut vraiment, je vous engage tous à rejoindre une organisation communiste et à rejoindre les JRCF, qui sont une organisation formidable qui a changé ma vie. Merci beaucoup. Merci Roméo.
de mini-pause pour annoncer la présence sur le stand de la camarade Fabienne Young, dirigeante du Rassemblement communiste. Au nom du PRCF et de la GRCF, nous la saluons. Et voilà, un petit ajout de dernière minute au programme, parce que la lutte de la jeunesse est internationale. Je vais accueillir Milos Karavezic, le premier secrétaire de la Ligue des jeunes communistes de Yougoslavie. Et Roland Peter pour la traduction. Camarades, on dit que le communisme est la jeunesse du monde. Ici, on en a un bon exemple d'un camarade qui nous fait l'honneur et le privilège de venir ici chez nous pour la première fois sur la fête de l'humanité et qui a des témoignages importants à faire parvenir de son pays qui, je le rappelle, faut-il le préciser, est envahi, bombardé et occupé par l'OTAN depuis des décennies. Et puis visiblement, ça ne pose pas trop de problèmes aux donneurs de leçons sur les grands médias de la bourgeoisie. Hello comrades, unfortunately I don't speak French, so my speech will be in English, but Comrade Boris is here to translate, so thank you on that. Dear comrades, I warmly greet you all in the name of the League of Communist Youth of Yugoslavia. I especially want to express our gratitude to you, the comrades of GRCF, for the opportunity to speak on this meeting, as well as for your invitation to the Humanitates Festival. We consider this meeting as a great opportunity to further strengthen our cooperation. Chers camarades, je vous salue chaleureusement au nom de la Ligue de la jeunesse communiste de Yougoslavie. Je tiens tout particulièrement à exprimer notre gratitude aux camarades de la JRCF pour l'occasion qui nous est donnée de prendre la parole lors de cette réunion, ainsi que pour l'invitation à la fête de l'humanité. Nous considérons cette réunion comme une opportunité de renforcer les relations internationalistes entre les communistes du monde entier. Notre organisation jeunesse est une organisation marxiste-léniniste fondée en 1992 en tant que jeunesse du nouveau parti communiste de Yougoslavie. SCOI is a Marxist-Leninist organization founded in 1992 as a youth of the new Communist Party of Yugoslavia. Our youth, as well as our party 2 years prior, were founded in a difficult period for our people. The times of destruction of socialism in Eastern Europe and the dismemberment of Yugoslavia. Despite strong anti-communist and anti-Yugoslav propaganda, young people gathered in SCOI were firm in defending the rights and the national unity of the working class in our country. Today, SCOI is the leading force in our party's struggle against imperialism and capitalist exploitation for the socialist alternative and communist perspective. Notre jeunesse ainsi que notre parti ont été fondés dans une période difficile, comme vous le savez, pour les peuples de Yougoslavie, en 92 et tout au long de la décennie. À l'époque de la décadence justement et de la destruction du socialisme, du camp socialiste en Europe de l'Est et du démembrement de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Malgré une forte propagande anticommuniste et anti-yougoslave, les jeunes de notre organisation ont défendu avec fermeté la vérité historique ainsi que les éléments fondamentaux de ce qu'avait apporté le socialisme chez nous. La jeunesse de la Ligue de la jeunesse communiste de Yougoslavie a défendu les droits des travailleurs, l'unité nationale de la classe ouvrière de notre pays. Aujourd'hui, nous construisons tous les jours, nous luttons pour construire une force dirigeante avec notre parti contre l'impérialisme, contre l'exploitation capitaliste, pour la constitution d'une alternative socialiste et communiste. Young people in today's Serbia face numerous problems. After more than 30 years after the temporary fall of socialism and 23 years after the counter-revolution in Serbia, young people do not see any perspective under capitalism. The youth does not believe the promises about better life made by all governments from year 2000 onwards. Instead, we are witnessing the continuous privatizations of state-owned companies and even land and natural resources, the rapid industrialization and strengthening of the foreign big capital in the country.
Dans la Serbie aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à de nombreux problèmes. Plus de 30 ans après la destruction temporaire du socialisme et 23 ans après le triomphe de la contre-révolution en Serbie, les jeunes ne voient aucune perspective sous l'exploitation féroce capitaliste qui a lieu dans notre pays. Les jeunes ne croient pas aux promesses qui leur sont faites, soi-disant dites meilleures, par tous les gouvernements successifs depuis les années 2000. Au lieu de cela, nous assistons au contraire à des privatisations continues d'entreprises publiques, à la privatisation des terres et des ressources naturelles de notre pays, la désindustrialisation et le renforcement du grand capital étranger, notamment de l'UE, au sein de notre pays. Les besoins fondamentaux humains, tels que l'éducation, les soins de santé, sont de plus en plus banalisés, tandis que la sécurité du logement et la propriété sont devenus un luxe pour les travailleurs. The basic human needs, such as education and healthcare, are being more and more commodified, while the secure housing and ownership of the apartments have become a luxury for the young working class. All these problems, as well as declining the quality of education and prolonged working hours, leads to the alienation of the youth, which leads to depression and other mental issues. SCOI, as the vanguard of the working youth, is constantly struggling to organize the young workers, university and high school students to fight for their class interests. Apart from leading the struggle for concrete existential issues, SCOI is also trying to give an alternative cultural, educational and social space where people can develop their interests and abilities, as well as to overcome the alienation imposed by the declining capitalist system. Tous ces problèmes ainsi que la baisse de la qualité de l'éducation et la prolongation des heures de travail conduisent à une augmentation de la pauvreté, de la misère et de l'exclusion sociale. La Ligue de la jeunesse communiste de Yougoslavie travaille en tant qu'avant-garde de la jeunesse ouvrière. Elle lutte constamment pour organiser les jeunes travailleurs, les étudiants et les lycéens de notre classe pour défendre les intérêts de notre classe ouvrière. Notre organisation tente également d'offrir des espaces culturels, éducatifs et sociaux alternatifs aux jeunes de notre classe qui permettent à la classe ouvrière de pouvoir se développer, s'épanouir dans... Pardon. Actuellement, l'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés, les jeunes en Serbie, est le problème du logement, surtout dans les villes comme Belgrade et Novi Sad. En raison de la forte concentration de capitaux, les jeunes sont contraints de quitter leur domicile pour chercher une meilleure éducation ou un meilleur emploi. Dans les grandes villes surpeuplées où ils sont obligés de donner parfois jusqu'à plus de 50% de leurs revenus pour louer des appartements, souvent de très mauvaise qualité et très petits, insalubres, qui ne respectent pas les normes évidemment. La situation s'est encore aggravée à la fin de l'année dernière lorsque les loyers ont fortement augmenté en raison de l'immigration de personnes originaires d'Ukraine et de Russie suite au début du conflit militaire. Les travailleurs en Serbie sont également confrontés à des constructions non planifiées et à la gentrification de zones urbaines entières, alors que dans le socialisme, les meilleurs quartiers des villes étaient réservés aux travailleurs. Currently, one of the biggest problems that the young people in Serbia face is the housing problem, especially in cities like Belgrade and Novi Sad. Due to high concentration of capital, young people are forced to move away from their homes to seek better education or employment. They end up in overpopulated big cities where they are forced to give sometimes up to 50% of their income to rent often small and low quality apartments. The situation got even worse at the end of the last year when the rents sharply increased due to the immigration of people from Ukraine and Russia. Working people in Serbia are also facing unplanned construction and gentrification of the entire city areas. While in socialism, the best parts of the cities were reserved for the workers, working people today are expelled to the outskirts, which often lack even basic facilities like sewage system. The reality is that the modern so-called luxury housing, which is built with the profit in mind, has substantially lower quality than the old commie blocks constructed according to the needs of the people. SCOI sees the housing issue as one of the main existential problems of the contemporary youth in Serbia. En réalité, les logements modernes dits présentés en tant que de luxe, qui sont construits dans un souci de rentabilité, ont une qualité très largement inférieure à celle des anciens logements construits à l'époque socialiste et construits avec la perspective de répondre aux besoins de la population.
Notre organisation considère que la question du logement comme l'un des problèmes principaux existentiels de la jeunesse serbe aujourd'hui. Therefore, we are launching an extensive housing campaign which has an aim to limit rent and luxury construction, especially in the big cities, as well as to secure state-funded construction of cheap apartment blocks for the young workers. We are also fighting for the cheap, state-funded and interest-free housing loans for the students, as well as for the abolition of private bank executors. The students, organized in the Students' Front, have a special place in the campaign, since the big university cities like Belgrade, Novi Sad and Niš lack enough space in the dormitories. It is the duty of the state to expand capacities of the dormitories. For example, last dormitory in Belgrade was built in 1978 to house all students of the public universities. C'est pourquoi nous lançons une campagne sur le logement dont l'objectif est de limiter les loyers et la construction de logements dits de luxe, en particulier dans les grandes villes, ainsi que de garantir la construction financée par l'État d'immeubles et d'appartements à un prix accessible pour la classe travailleuse et pour les jeunes. Nous nous battons également pour la construction d'immeubles pour les étudiants, pour notamment les besoins universitaires. The education system in Serbia faces many problems, especially after the recognition of the Bologna Declaration in 2005. The Bologna Declaration started a process of turning the education from right into a commodity. Nowadays, students and their professors have become enemies since the number of state-funded places at faculties have been limited, while at the same time there are constant attempts to raise the tuition fees. The quality of the education is deliberately reduced. Subjects of the bachelor studies have been reduced to just informative courses, which forces students to enter a master's degree, which is even harder to get a state funding for. Notre organisation cherche à organiser les étudiants au sein de syndicats étudiants, puisqu'ils occupent une place particulière, notamment dans les grands centres universitaires comme Belgrade et Novi Sad, et manquent essentiellement de places dans les dortoirs. Il est du devoir d'État d'augmenter la capacité des dortoirs pour loger tous les étudiants des universités publiques, comme c'était déjà le cas sous le socialisme avant que l'OTAN vienne tout détruire. Le système éducatif en Serbie confronte de nombreux problèmes, en particulier après la reconnaissance de la déclaration de Bologne imposée par l'Union européenne. La déclaration de Bologne a lancé un processus visant à transformer l'éducation d'un droit pour tous en une marchandise. Aujourd'hui, les étudiants et leurs professeurs sont devenus ennemis car le nombre de places financées par l'État dans les facultés a diminué, alors que dans le même temps, il y a des tentatives constantes d'augmenter les frais de scolarité. La qualité de l'enseignement a été systématiquement réduite et les études de licence et ainsi que l'accès aux cours sont devenus pratiquement un privilège. One of the indicators of the commodification of education is the spread of private universities at the expense of public ones. During the past decade, especially between 2011 and 2014, SCOI built a strong students' force that combated all the attempts by the bourgeois government of Serbia to decrease the standard of the future academic citizens. Students, organized in Students' Front, have managed to either slow down or entirely stop many of the attempted bourgeois attacks on the working class students. The struggle for free education, like the one we had in the times of socialism, continues, with the Students' Front and SCOI being at the forefront of this struggle. Au cours de la dernière décennie, notamment entre 2011 et 2014, la Ligue de la jeunesse communiste yougoslave a contribué à construire une force étudiante importante au sein des centres universitaires pour combattre les tentatives du gouvernement bourgeois en Serbie de systématiquement privatiser et diminuer l'accès à l'éducation. Les étudiants organisés en syndicats massifs ont réussi à ralentir ou à stopper certaines des réformes ou des contre-réformes impulsées par la bourgeoisie. Nous menons une lutte pour une éducation gratuite pour tous, comme celle que nous avions déjà à l'époque du socialisme, et rappeler le mérite de cette période. Le Front des étudiants et notre organisation étant la principale organisation qui défend ces éléments. At the international level, the leading principle of all comrades of SCOI is proletarian solidarity and common struggle against imperialism. For us, the young communists,
it is important to define real enemies not just of the working class, but of the popular strata in all countries of the world. We, unlike both the left and the right opportunists, some of them even part of the international communist movement, agree on the fact that in today's world there is only one imperialist alliance, mostly known as the Western imperialism. Au niveau international, le principe directeur de tous les camarades de notre organisation est la solidarité prolétarienne et la lutte commune contre l'impérialisme. Pour nous, les jeunes communistes de la Ligue yougoslave, il est important de définir qui sont les vrais ennemis ou les ennemis principaux, non seulement de la classe ouvrière, mais aussi de toutes les couches populaires dans tous les pays du monde. Nous considérons, contrairement à certaines formes d'opportunisme de gauche ou de droite, que l'ennemi principal est l'impérialisme occidental, ou considéré comme occidental sous l'égide des États-Unis, comme le chef de file des forces impérialistes. Et les alliances telles que l'UE, l'OTAN et le G7 sont au service de cet impérialisme. We see the United States as the leader among imperialist forces, while alliances such as EU, NATO and G7 serve to promote the interests of big capital and monopolies from the West. At the same time, we support the struggle of countries like Socialist China, Socialist Cuba, Russia or Venezuela for the creation of the multipolar world, since it is the only way to break the chain of imperialism as a precondition for overthrow of the capitalist system. En même temps, nous soutenons la lutte de tous les pays socialistes, que ce soit Cuba, la Chine ou d'autres pays progressistes ou anti-impérialistes tels que le Venezuela, qui défendent une opposition multipolaire au bloc impérialiste principal, car nous considérons que c'est le seul moyen de briser la chaîne de l'impérialisme, condition préalable au renversement de celui-ci. Dans la lutte contre l'impérialisme, les jeunes communistes de Serbie du Monténégro, pardon. Yes, in our struggle against imperialism, we the comrades of Serbia and Montenegro have always counted on the international support and international proletarian solidarity. Therefore, in the recent events in Kosovo and Metohija, we want to thank GRCF for organizing rallies and protests in support for the Serbian people on Kosovo. We also are seeking to further strengthen the cooperation with organizations who are struggling for real change, of course struggling for concrete things, and most importantly for the overthrow of capitalism and establishing socialism. Therefore, we are trying to work with organizations such as PRCF and GRCF, and especially other organizations who are involved in World Anti-Imperialist Platform. So I will conclude with the famous sentence, the slogan of all the parties, communist parties and proletarian movement, that is workers of the world unite, death to imperialism, freedom to the people. Je pense que vous n'avez pas besoin de traduction pour la fin, ça sera maintenant comprise. En réalité, pour résumer, il remercie très chaleureusement la JRCF pour la campagne de solidarité, les actions qui ont été faites en soutien à la Serbie face aux dernières agressions qui ont eu lieu en juin de cette année au Kosovo contre les Serbes, puisque notre organisation était sortie dans les rues afficher des banderoles contre l'occupation de l'OTAN de la Serbie. Il remercie la JRCF également de nouveau pour cette invitation. Pour leur organisation, il est très important et fondamental de développer les relations internationales et la solidarité internationale entre les communistes et entre les peuples aussi, en lutte contre l'impérialisme. D'où l'importance pour eux de la participation au sein de la plateforme anti-impérialiste mondiale. D'ailleurs, il faudra peut-être ajouter leur présence demain au meeting international avec nous. Pour terminer,
la fameuse phrase « Travailleurs du monde, unissez-vous, mort à l'impérialisme, liberté au peuple ». Thank you, Willow. Merci Boris. Alors, puisqu'on est sur l'internationalisme, j'annonce la présence sur le stand de René Andersen, qui est dirigeant du Parti communiste de Belgique. Nous le saluons. Et donc on va revenir en France. Je vais appeler Baptiste, ouvrier métallurgiste, les militants communistes, vous le connaissez probablement, membre de la direction de la JRCF et du PRCF. Et avant de lui passer la parole, je vais demander au prochain intervenant d'être assez bref, parce qu'on a pas sur le reste. Merci Valentin. Donc on risque de répéter ce qui était dit juste avant, mais je dois en passer par là. Donc je m'appelle Baptiste, effectivement je suis militant JRCF. Donc je m'adresse à vous en tant que militant communiste, mais aussi en tant qu'ouvrier métallurgiste. Ces deux qualités sont pour le coup à mettre sur le même plan me concernant, parce qu'il y a 3 ans, en tant que militant communiste, j'ai décidé de devenir ouvrier. C'est un fait qui n'est pas anodin, car en tant que militant communiste, on est fier d'être ouvrier. Et c'est pas une pensée très intuitive par les temps qui courent, car aujourd'hui les ouvriers sont invisibilisés. On les voit pas dans les films, on les voit pas à la télévision, on les entend pas à la radio, et ne sont par voie de conséquence pas dans les représentations politiques, notamment à l'Assemblée nationale. On entend même parfois des discours disant que la classe ouvrière n'existe plus, qu'elle ne compte plus, notamment du fait de la désindustrialisation. Alors je tiens à souligner 2 faits. Le fait d'abord que si le nombre d'ouvriers a drastiquement diminué en France ces 50 dernières années, ça ne lui enlève pas pour autant son rôle historique. Car lorsqu'on est communiste, on sait que c'est la classe ouvrière qui produit plus de richesses et qui donc a le pouvoir de bloquer les profits. Aussi, le fait que nous soyons moins nombreux en France, nous les ouvriers, n'enlève rien non plus au fait que ce sont des ouvriers qui, quelque part dans le monde, produisent ce que nous ne produisons plus en France et que donc nous importons. En tant que militant communiste, on connaît l'enjeu vital pour notre pays que constitue sa réindustrialisation. Et c'est aussi pour mener cette lutte que j'ai décidé d'être ouvrier, prendre ma place dans la production et y porter auprès de mes collègues une critique contre la grande cause de la désindustrialisation de notre pays, la mondialisation capitaliste. N'y passons pas par 4 chemins, l'UE, l'euro. On peut dire, d'une part, que la lutte contre la mondialisation capitaliste est indissociable de la lutte concrète contre l'UE et l'euro. Et on peut dire aussi, d'autre part, que la lutte contre l'UE et l'euro est indissociable du combat de classe contre le capitalisme et la grande bourgeoisie. Rappelons que c'est pour servir ses intérêts de classe que la bourgeoisie du MEDEF et du CAC 40, par l'intermédiaire de ses laquais politiques, a sacrifié l'outil industriel français sur l'autel de cette funeste construction européenne, à la fois pour ses intérêts financiers, car tôt ou tard le grand capital finit par étouffer dans le cadre national, mais aussi et surtout par la trouille bleue, même rouge, que leur a donnée la puissante classe ouvrière française en 1968. Quand on est militant communiste, on sait aussi que c'est la classe ouvrière qui est la classe la plus à même de mener la lutte pour l'émancipation humaine. Mais que, pour cela, il faut qu'elle prenne conscience de ses intérêts de classe. Un jeune ouvrier communiste peut directement, dans la classe ouvrière, mener le combat d'avant-garde en militant dans son syndicat et auprès de ses collègues pour qu'ils se syndiquent. On peut aussi lutter pour que les ouvriers et les ouvrières fassent leur part pour la renaissance communiste en militant au sein du PRCF pour qu'enfin nous puissions construire le grand parti des travailleurs autour de la part la plus consciente de la classe ouvrière. Enfin, et en vue d'une conclusion parce que le temps nous est imparti, on peut dire que les défis qui se posent à notre génération sont immenses. Le capitalisme-impérialisme fait peser un danger exterministe sur l'humanité. À court terme, par l'atlantisme otanien qui menace le monde d'une guerre de haute intensité qui pourrait probablement être la dernière guerre. Très probablement même. À plus long terme, nous sentons que si le capitalisme-impérialisme ne nous tue pas par la guerre nucléaire, il nous tuera par la famine, l'asphyxie, en rendant l'air irrespirable.
Donc face à tous ces dangers, et pour pouvoir toujours lutter contre l'UE, l'euro et l'OTAN et le capitalisme, tenons-nous toujours à égale distance d'un patriotisme qui, sans contenu de classe, ne peut être qu'un idéalisme, et d'un gauchisme qui, sans contenu patriotique, se coupe de fait de la classe ouvrière qui est la classe qui a toujours été prête à défendre la patrie en danger, qui s'est toujours tenue prête pour défendre la nation face au grand danger qui s'est posé à elle. Donc plus que jamais, ici et maintenant, nous devons choisir entre socialisme ou barbarie. Pour les classes ouvrières du monde entier, seuls deux choix possibles, la patrie ou la mort. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est où? On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je vais interrompre ce meeting un petit moment pour annoncer le départ de Vladimir Bessonov que nous avons accueilli tout à l'heure. On le remercie pour sa présence. Donc, membre du comité central du KPRS, du Parti communiste de la Fédération de Russie. Et j'en profite pour annoncer que le 20 janvier prochain, nous organiserons un colloque dans le cadre du 100e anniversaire, plutôt dans les 100 ans de la mort de Lénine. Nous ferons donc un colloque sur le léninisme en particulier. Vladimir est invité, nous espérons qu'il sera présent parmi nous ce jour-là. Et en tout cas, nous ferons tout pour ce soir. Merci beaucoup, camarades. Excuse-moi. Merci beaucoup. Et je vous laisse continuer. Alors en passant, j'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure après l'intervention du camarade Milos. Son organisation, la Ligue des jeunes communistes de Yougoslavie, a un stand à la fête de l'humanité, donc vous pouvez aller le visiter. Je vous y encourage. Ah, et il est là. C'est la fameuse brochure. Ah, il a un stand chez nous. Si tu as besoin de détails, on te parle Bon. Internet. Donc, je reste là, je vais maintenant accueillir avec Paula, Marianne, étudiante en géographie et assistante d'éducation, militante GRCF et aussi militante syndicaliste dans l'éducation, membre du bureau du CELAC de France et secrétaire national de l'UNCA. Vous m'entendez là? Donc moi en fait je vais parler surtout de la mobilisation des apprenants parce que j'étais beaucoup présente dans ces mobilisations, donc c'est quand même proche de la jeunesse dont il faut parler et surtout aussi avec l'importance de ce que c'est d'avoir une organisation communiste de classe et révolutionnaire dans mon militantisme mais de manière plus générale pour structurer la lutte de classe. Donc tout d'abord, j'aimerais bien parler de cette mobilisation étudiante et de qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, quel modèle on a comme mobilisation étudiante. Et en fait, aujourd'hui, d'un point de vue général, c'est assez décevant, en tout cas pour ce qui est que les étudiants, puisque en fait, il y a très peu justement de coordination entre toutes les facultés, il y a très peu de mouvements qui arrivent réellement à perdurer dans le temps et justement parce que je pense qu'on n'a pas une organisation qui peut emmener toute la jeunesse vers le même endroit en fait. Et du coup, aujourd'hui on a ce problème-là dans les facs et dans les mobilisations étudiantes en général, c'est-à-dire que comme il a été dit avant, il va y avoir des grosses mobilisations au moment des réformes et d'ailleurs c'est pour ça que je vais parler de la réforme des retraites. Au moment de la réforme des retraites, les étudiantes et les étudiants se sont bien mobilisés. Ils ont même été auprès des travailleurs et des travailleuses parce que, comme on le sait, en fait, pour les étudiants aujourd'hui, ils ont conscience qu'ils font partie de cette classe travailleuse aujourd'hui. Parce qu'en fait, avec
leur formation qui les pousse de plus en plus tôt dans le monde du travail et ils savent très bien que plus ils font de longues études qui peut-être amèneront à un travail qui a une certaine pénibilité, plus ils partiront tard à la retraite et ils ont tout à fait conscience de ça. Le problème qui manque, c'est cette étincelle d'organisation et que plus d'étudiants fassent partie des organisations communistes. Ensuite, moi je voulais parler des lycéens parce qu'en fait ils sont pas mal laissés de côté. On a l'impression que les lycéens ils ont 16 ans et que du coup c'est compliqué de les mobiliser, puis ils se mobilisent de manière un peu, on va dire, gauchiste, un peu dans tous les sens. Mais la réalité, c'est que les lycéens, ils se sentent beaucoup plus dans cette classe de travailleurs. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'ils ont 16 ans. Mais le truc, c'est qu'eux, ils ont 16 ans et qu'on leur impose des réformes de plus en plus, où ils savent qu'à partir du bac, il y a beaucoup d'entre eux qui n'auront pas de faculté, et qu'en fait, le travail, c'est à la porte du bac pour eux. Et c'est pas les travaux les plus agréables à faire, forcément. Et aussi, ils ont été très mobilisés pour leur réforme, pour la réforme qui était contre eux plutôt, sur les lycées pro. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont un peu regardé cette réforme, mais cette réforme qui consiste en fait à juste précariser encore plus les lycéens et faire en sorte qu'ils soient une main-d'œuvre exploitée de plus en plus tôt. On a tracté, donc avec le syndicat, le CELA, on a tracté dans des lycées pro où il y a quand même des lycéens qui nous ont raconté qu'aujourd'hui, parfois, ils pouvaient faire 35 heures semaine, mais qu'ils dépassaient jamais les 2 mois, du coup, qu'ils ne seraient jamais payés, mais qu'ils ont inclus un truc pseudo-méritocrate, parce que comme si la méritocratie existait aujourd'hui dans notre société, ils ont introduit un truc il y aura un élève dans la classe du lycée pro qui aura le droit à avoir un salaire si c'est celui que le patron a trouvé le meilleur. Donc on en est un peu là, et du coup les lycées pro, ils ont vraiment cette conscience de classe, et les lycéens, et ils ont vraiment cette conscience de classe, et en vrai ça vient un peu en paradoxe avec justement, j'avais parlé des étudiants salariés. Personnellement je suis étudiante salariée, mais je suis dans l'éducation nationale, donc on est quand même le statut le plus précaire de l'éducation nationale, mais ça reste encore par rapport au travail en McDo, etc., vivable, on va dire, sur certaines choses. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que là, je vous ai parlé des lycéens qui ont un sentiment d'appartenance à une classe travailleuse, et les étudiants salariés ne l'ont pas du tout, parce qu'ils se sentent... En fait, ils sont entre deux, il y a une espèce de vide militant, où ils se sentent ni étudiants, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir les mêmes problématiques, et en plus de ça, la plupart des mobilisations étudiantes qui se trouvent dans les facs, les blocus, etc., pour eux, c'est inaccessible vu qu'ils travaillent la plupart du temps et que ça devient de plus en plus compliqué. Mais ils se sentent ni travailleurs, parce que pour eux, ils n'ont pas vraiment de qualification, puis en plus, ils vont partir dans pas longtemps, puis c'est pas vraiment le boulot qu'ils vont faire à vie. Et du coup, c'est tout le temps de passage. Et en fait, cette situation pour les étudiants travailleurs, ça permet aux patrons de plus en plus les isoler, de faire en sorte de les employer dans des emplois de plus en plus précaires. D'ailleurs, on les renvoie beaucoup vers les McDo, les trucs comme ça, où en fait, ils n'ont jamais d'instant, par exemple, de repas avec leurs collègues. Enfin, nous, on a tracté devant des McDo et concrètement, ils arrivent au compte-gouttes. Donc, comment on veut créer une solidarité dans une entreprise où ils ne se croisent jamais, en fait. Et du coup, c'est extrêmement compliqué. Mais en plus de ça, en fait, c'est dur de les mobiliser parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Parce que tout simplement ils sont très précaires. Si on perd notre emploi, enfin moi personnellement je ne peux pas me loger, donc ça devient un peu compliqué. Et du coup en fait cette situation elle fait tellement peur aux étudiants salariés que personne n'arrive à les mobiliser. Et pourtant c'est ce qui fait d'eux un peu la bascule du rapport de force au niveau pour les entreprises capitalistes et au niveau du capital. En fait, c'est de comprendre surtout que c'est un espèce de vivier où il va y avoir une bascule, puisque c'est cette tranche du prolétariat que le capital utilise comme excuse et comme appui plutôt, pour baisser les salaires, faire plus d'exploitation, parce qu'en fait ils ont une main d'œuvre qui va accepter, parce qu'elle a tellement peur, elle sait très bien qu'elle va pas rester longtemps, au pire j'encaisserai 3 mois, enfin, c'est un argument pour le capital de pouvoir se dire l'étudiant d'à côté il est prêt à faire n'importe quoi pour travailler ici, donc toi si tu veux pas être payé aussi mal, si tu veux pas être exploité de la même manière, tant pis tu dégages. Et en fait ces conclusions là c'est grâce à la GRCF que j'ai pu les faire, parce que c'est militer dans un parti communiste qui permet d'avoir ces analyses assez profondes pour comprendre que
En fait, c'est les 7 tranches du prolétariat que j'ai envie d'aller voir pour organiser la classe travailleuse et la rendre révolutionnaire et faire en sorte qu'on aille tous vers la révolution. Ça m'a donné la force de faire des trucs, genre d'aller toutes les semaines tracter dans un endroit où il n'y avait aucun étudiant salarié qui voulait se mobiliser. Mais en fait, à force de revenir toutes les semaines, et grâce à l'analyse que j'ai eue au sein d'un parti communiste, au sein d'une organisation de jeunesse communiste, en fait, je savais que, je sais que s'il y en a un que j'arrive à mobiliser, s'il y en a un que j'arrive à syndiquer, s'il y en a un qui devient communiste, ça va faire bouger toute la structure qu'il y a dans son entreprise, il va pouvoir donner des revendications, et d'un coup, la main-d'œuvre stable du capital sur lequel il s'appuie sans arrêt va devenir bancale, et c'est ça qui emmerde le capital, et c'est ça qui permet d'avancer de plus en plus. Et du coup, je voudrais finir sur le fait que ça me permet évidemment une analyse qui permet, comme vous voyez, d'apporter une pratique concrète, et je pense justement qu'il faudrait étendre dans les milieux étudiants beaucoup plus largement pour qu'on arrive à s'organiser, parce qu'en fait c'est par cette organisation communiste, cette conscience de classe qu'on peut y arriver. Mais il y a aussi un peu il y a autre chose aussi, c'est cette pratique-là, cette analyse, mais il y a la question juste pratique d'être dans une organisation communiste et d'être notamment à la GRCF, c'est en fait d'avoir des camarades qui sont capables de faire des analyses sur ce qui se passe, de vous critiquer de manière bienveillante, d'avoir un soutien dans les syndicats, d'avoir un soutien sur les lieux de lutte, d'avoir un soutien un peu partout. Ça permet de faire des actions militantes ensemble et d'aller en même temps, tous ensemble, dans le même endroit, enfin vers la révolution. Merci Paula. Et donc, dernière intervention de ce meeting, vous le connaissez tous, je vais accueillir notre secrétaire national, Gilliatt, conducteur de car, délégué syndical CGT Transdev et militant à la CGT des Transports. Merci Valentin. Donc, bonsoir, bonjour à tous, camarades, amis, donc secrétaire Gilliatt, secrétaire national de la JRCF, effectivement. Militant également de CGT, de la Fédération Transport, et donc ça a été dit délégué syndical au sein de la compagnie armoricaine des transports du groupe transcontinental, désormais Transdev, premier opérateur depuis peu mondial de transport en commun. J'aurais voulu commencer, mais je crois qu'il a dû s'échapper entre temps. J'aurais voulu saluer notre camarade Jimmy de la CGT cheminot, je ne crois pas le revoir. Et il a un débat. Et ben on le salue de très loin, c'est un camarade qui a été donc cheminot qui a été mis à mal par sa direction, je vous passe les détails, et qu'on a soutenu très fermement, et je crois que on peut dire que le PRCF a été véritablement l'un des seuls moteurs de sa mobilisation, et les camarades dans le secteur transport en ont vraiment besoin. J'aurais pu, s'il y avait plus de temps, insister sur l'aspect majeur et stratégique du secteur transport en France. Pour synthétiser, je dirais qu'il faut bien comprendre que c'est seulement ce qu'on nous laisse avec le tourisme en France dans le cadre de l'Union européenne qui, comme ça a été dit, donne le reste et surtout le plus important, l'industrie, à notre cher voisin allemand et surtout de la République Allemagne fédérale, bien entendu. Bon, très rapidement, j'ai commencé à travailler en chauffeur de car à 21 ans, ça va faire bientôt 7 ans d'ancienneté, avant un petit peu dans l'animation, j'en passe, un engagement de plus en plus accru, comme la plupart d'entre vous savez aussi le faire, donc dans la CGT, au sein de l'entreprise d'abord, de la section syndicale qui était déjà présente, au sein de l'union locale, Fougères, Rennes en l'occurrence, et le but c'est, comment dirais-je, le bon point des transports, c'est évidemment qu'on se déplace, et donc on peut voir pas mal d'unions locales et avoir un militantisme assez éparpillé sur le plan géographique. Bon, alors je ne rentre pas non plus dans les détails des différents mandats, je pense que vous les connaissez, vous les imaginez en tant que délégué syndical. Il s'agit de la défense des salariés, de la défense des conditions de travail, vérifier l'entretien des véhicules, etc., etc. Bref, faire en sorte que, contrairement à ce que la direction essaye tant bien mal que de faire, c'est de faire en sorte que l'entreprise tourne en réalité et au profit de ceux qui la font tourner, c'est-à-dire les chauffeurs, les conducteurs, les conductrices
et nos camarades mécanos des ateliers. Bon, pour aller dans le vif du sujet de ce que je voulais aborder, vous avez bien vu, quels que soient nos différents mandats, syndicaux pour la plupart, certains n'ont pas été mis sur la table, je pense à des mandats associatifs ou politiques. Ce qui nous lie absolument toutes et tous aujourd'hui, c'est évidemment notre conviction que la mise en branle de la construction du socialisme pour la France et du communisme pour le monde est une nécessité pour traverser ce 21e siècle qui, ça a été dit aussi par plusieurs camarades, qui par bien des aspects a très mal commencé ce 21e siècle pour l'humanité. Et si le pire se déclenchait, pourrait même ne pas se terminer. Mais cette conviction, ça a été dit aussi, alors je vais faire beaucoup de redites, mais ça va mieux en le disant, cette conviction elle n'est pas suffisante pour changer les choses. Et nombreux sont les penseurs communistes que vous connaissez tout aussi bien que moi. Je pense à Engels, à Marx et Lénine pour ne citer qu'eux, mais ils sont encore plus nombreux. Ils sont nombreux à l'avoir démontré que la conviction n'est pas suffisante. Parce que ce qui nous lie aujourd'hui d'autant plus que cette conviction, c'est donc pas seulement elle, mais c'est l'organisation commune que nous mettons en place pour faire évoluer l'état des choses et dans le concret, dans les entreprises, à la porte des entreprises, dans les marchés, dans les quartiers, dans son village, tout ce que vous voulez, où vous voulez. C'est le but et la signification de notre engagement pour la JRCF, à la JRCF, pour le PRCF, au PRCF, et pour la reconstruction d'un véritable parti communiste dans notre pays. Non seulement parce que nous prouvons chaque jour que les militants sincèrement communistes en France, qu'ils soient ou non au PCF d'ailleurs, ne disposent plus aujourd'hui de ce parti, quand bien même on prend toujours le nom, un appareil, j'insiste sur le terme d'appareil, un appareil violemment verrouillé, eurocompatible, qui combat l'héritage de l'expérience socialiste en URSS et qui n'a plus rien à voir avec le parti de Thorez, de Cachin ou encore de Frachon. Mais pour notre part, si nous nous engageons pour la reconstruction de partis, c'est aussi parce qu'il urge pour les syndicalistes de classe que nous sommes, de terrain, et pour les militants ouvriers du quotidien, il urge de disposer d'un véritable état-major coordonnant leurs luttes, nos luttes, et leurs avancées, nos avancées, et loin de toute pratique gauchisante et petite bourgeoise, d'entrisme et d'influence. Ça va mieux en le disant aussi. Car cet état-major de la classe ouvrière, et j'insiste, ces termes sont importants, cet état-major de la classe ouvrière, c'est le but du parti, ce que n'est pas encore le PRCF, mais ce qu'il s'efforce en tout cas de construire avec toutes les honnêtes volontés qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles en ont concrètement besoin. Et là je pense évidemment à tous les travailleurs et tous les ouvriers qui nous rejoignent. Nos différents engagements sont très importants, mais éparpillés, ça a été dit, nous ne saurions leur donner la force d'impact qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et qu'ils pourront avoir demain. C'est en militant communiste, c'est-à-dire en faisant ce que nous disons et en disant ce que nous faisons, camarades, et en reliant tous ces engagements locaux et nationaux à l'ensemble des problématiques nationales et internationales et mondiales que nous soulevons, notamment dans notre journal Initiative communiste, sur le site du même nom du PRCF, mais aussi sur le blog de la JRCF, et sur, camarades, notre tout nouveau 4 pages JRCF intitulé La jeunesse du monde, que je vous invite à prendre à la sortie de ce meeting, et par ailleurs j'en profite pour inviter les camarades JRCF qui sont dans le public à ne pas hésiter à la fin du meeting à en prendre en main et à les distribuer bien entendu à tous ceux qui en voudront. C'est avec tous ces outils, ainsi que nous agissons pour faire avancer l'ensemble des secteurs de la société, tout du moins tous ceux que nous arrivons à toucher, jeunes et moins jeunes, tous ensemble et en même temps vers la construction du socialisme en France. Je conclurai donc ainsi et de manière, vous m'excuserez, quelque peu impérative, qu'il est en ce sens absolument impératif que chaque bonne volonté, et quels que soient ses engagements présents, vous l'avez vu, nous avons déjà des mandats locaux, syndicalistes, etc. Quels que soient nos engagements présents, il n'y a plus d'excuses. Quand nous sommes convaincus par ce combat qui a été expliqué, délivré par tous les camarades depuis tout à l'heure, et par les analyses, quand on est convaincu également par les analyses du PRCF et de la JRCF, alors il est absolument impératif de s'engager désormais, dès maintenant, à la sortie de ce meeting, à la sortie de la fête de l'humain, à nos côtés, et tout simplement à adhérer, sans tergiverser davantage. Je vous remercie.
Vous pouvez vous rasseoir hein, pour l'instant. Chers amis, chers camarades, vous l'avez constaté, il existe encore bel et bien une jeunesse communiste en France, et pas seulement d'ailleurs, attachée à son pays et engagée concrètement pour l'arracher des griffes de la bourgeoisie impérialiste, de l'UE et de l'OTAN. Pour cela, ils portent avec leurs aînés du PRCF le combat pour la reconstruction d'un véritable parti communiste en France, capable d'organiser les travailleurs et de les amener à la direction du pays. Contrairement à d'autres, ils n'ont pas peur de le dire. Oui, il faut sortir de l'Union européenne. Oui, il faut sortir de l'OTAN. Oui, il faut défendre et ne pas reculer pour une défense critique des expériences socialistes du siècle précédent et surtout l'expérience soviétique. Oui, il faut défendre le concept de dictature du prolétariat, bien sûr, adapté aux conditions réelles de chaque pays et de chaque époque, en tant que domination ferme des travailleurs sur leurs anciens exploiteurs, tout en assurant la démocratie la plus large pour ceux et celles qui font réellement vivre le pays, jour après jour, nuit après nuit. C'est leur combat qu'ils déclinent à leur échelle et dans leur lutte quotidienne pour arracher sur le terrain, centimètre par centimètre, conquête sociale par conquête sociale, aux petits exécutants de l'oligarchie capitaliste. Je ne peux conclure qu'en proposant aux jeunes et aux moins jeunes présents de demander l'adhésion à la JRCF. Gilliatt l'a déjà dit, mais je le répète, prenez un exemplaire du journal La Jeunesse du Monde en le demandant au stand là-bas. Merci à tous nos intervenants, merci à toutes et à tous pour votre participation et vive la JRCF. De l'avenir, élevés dans la souffrance, oui nous saurons vaincre ou mourir. Nous travaillons pour la bonne cause, pour délivrer le genre humain. Tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, prenez garde. Les esclaveurs, les bourgeois, les camés, les fascistes, la jeune garde, la jeune garde qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, prenez garde, la jeune garde. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous.